Bonjour, bon réveil, bon café pour certains. Ravi de vous retrouver ce matin dans Bonjour d'Algérie. Dans cette matinale, nous parlerons de tourisme grâce à la présence parmi nous d'une leader dans le domaine touristique qui a participé tout récemment à cette grande rencontre, un forum international qui a regroupé plus de 3000 femmes. Elle faisait partie du lot et donc elle témoignera de sa participation à ce grand événement et aussi de son apport dans ce domaine en particulier. On parlera encore de tourisme de montagne avec un autre passionné également qui lui préserve justement l'environnement avec justement une trentaine de personnes adhérant à son association. Donc on parlera de montagne à l'occasion de cette journée mondiale réservée à cet espace vert. Bien sûr, poumon de toute la terre, je dirais, poumon où qu'il soit. Donc on va parler justement de l'apport de l'association Area ED dans ce domaine en particulier. Puis, comme d'habitude, comme d'accoutumé, nous recevrons nos rubricards, à l'instar de Lilia Bennasser qui viendra nous donner le meilleur de l'actualité de la fin de la semaine, et Ahmed Lamouri qui, lui, nous parlera de jeux vidéo. Eh bien oui, les passionnés de jeux vidéo ont dû se délecter de cette grande cérémonie qui a regroupé, bien sûr, les grands créateurs. On y reviendra tout à l'heure, grands créateurs, bien sûr, de jeux vidéo. Dans notre matinale, nous parlerons également de théâtre à travers un représentant du Conservatoire d'Alger, passionné justement des planches et du 4e art. Il viendra témoigner de son expérience avec les petits bouts de chou, avec les jeunes, avec vraiment aussi les adultes qu'il a côtoyés. Alors, dans notre matinale également, nous serons ravis, bien sûr, de revenir sur ce match décisif qui a fait vibrer l'Algérie tout entière et les Algériens, où qu'ils soient également. Donc, ce grand match Algérie-Maroc, on y reviendra par des reportages, des commentaires, mais également avec Saïd Fellak qui sera ici pour la rubrique sportive ce matin et qui partagera un petit peu la parole avec un supporter des Verts. Et oui, c'est une manière aussi de parler de ce match qui les attend, un autre match aussi important face au Qatar. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, je vous propose de suivre un point météo avec Amel Alibi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va froidement. Froidement? Il a fait frais quand même ce matin. Ah bon? Ah oui? J'ai dû marcher trop vite. Ah, Alors, j'ai pas peut-être, senti oui. le froid. Je n'ai pas senti du Ah tout oui, le oui. froid. En revanche, la différence de température, toute cette buée sur les Exact. voitures, oui, je l'ai Voilà. bien vu. Donc, il y a un changement de Il y a un température, changement. effectivement, par rapport à Mais juste hier. la température, c'est tout. Ah, bah, d'accord. c'est tout. Alors- Mais le temps sera clément. Hein. Qu'en est-il du reste, s'il vous plaît? On Eh va oui, il va décoder faire les beau, cartes ensemble. malheureusement. Il va faire beau. Oui. Ah, malheureusement, non. Ah bah pour moi, oui. Hein. Heureusement pour Pour un moi. mois de décembre, franchement. Oui, on était quand même contents Ah de oui, voir de voir les du pluies, la des neige, pluies, de on la a été pluie. gâtés quand même. Mhm. Mais bon, on va attendre peut-être la fin du mois, hein, on verra bien. On verra. On verra bien. Allez, on va commencer d'abord tout doucement par cette journée, s'il vous D'accord. plaît. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord qu'on peut voir sur la carte, avec de la brume matinale sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, avec toutefois formation de gelée sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux de l'ouest, le centre également l'est. Soyez très prudents si vous êtes en voiture, vu la chaussée qui sera plutôt glissante vers ces régions. La moitié sud, excepté quelques voiles, l'extrême sud, le Egher Tassili, le Sahara central, est peu nuageux sur la wilaya de Tindouf. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront de saison. Le minimum 12 degrés à Al-Bayad, Jelfa également Batna, 13 Constantine, Tiaret, 15 Tizi Ouzou, Hannaba, 17 Alger, 18 Oran et Tlemcen, 14 degrés à Gardaya, 16 Béchar, Biskra, 20 degrés Tindouf, Hadrar et Lizi, 25 à Tamanrasset et le maximum cette fois-ci à Bodj, Bedjimourtar avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes centre, mais agitée sur les côtes ouest, plutôt calme sur les côtes est. Les vents souffleront entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest, 20 à 30 sur les côtes centre de secteur est et 10 à 20 km/h sur les côtes est et les
vents seront variables. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Tunis, Tripoli, peu nuageux vers Niamey, N'Djamena et Khartoum, plutôt ensoleillé sur les autres villes. Le mercure affichera 17 degrés à Tunis, 18 Tripoli, 20 degrés au Caire, 24 Laayoune occupé, 29 à Nouakchott et le maximum cette fois-ci à Niamey, N'Djamena et Khartoum avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amélie. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi. Et peut-être le retour des pluies, comme ça on reverra votre joie. Oui, on verra le sourire après. Le sourire, la joie, la bonne humeur de bon matin. Inch'Allah. En tout cas, voilà, si le soleil est présent, sachez que, voilà, vous le savez mieux que moi quand même, que les neiges sont encore présentes sur les monts, Oui. sur les montagnes, et donc on va pouvoir les voir. À défaut justement d'avoir la pluie en pleine ville, et ben on va aller grâce aux images rapportées par notre collègue Nadir Mahdi, donc à Tikjda en particulier. Voilà, ces belles images rapportées de ce lieu touristique, hautement touristique, vraiment et très convoité pendant les vacances. N'oubliez pas, hein, si vous voulez profiter de la neige, c'est le moment d'emmener vos enfants. Matin, mesdames, messieurs, de vous présenter une association à laquelle on doit beaucoup de respect dans la mesure où elle veille au grain par rapport à l'environnement. C'est très noble de leur part, tous ces bénévoles qui prennent part aux actions de TREA EED, donc association de réflexion, d'échange et d'action pour l'environnement et le développement, et son représentant. Et parmi nous aujourd'hui, j'ai nommé en l'occurrence Mounir Bencharif. Bienvenue. Merci. On est ravis de vous recevoir ce matin.
Moi aussi, Voilà. ça me fait énormément plaisir On est d'être aussi ici. ravis de parler de cette association dont vous êtes une des multiples fourmis, on dira, pour ne pas dire locomotive, parce que vous êtes plusieurs Je- à guider le peloton, n'est-ce pas? on essaye, Oui, on fait de notre mieux pour améliorer la situation environnementale dans notre pays. très bien. Et je pense qu'on a Oui. quelques réussites à notre dimension, bien sûr. Depuis vos études, votre choix s'est porté sur la forêt, dans la mesure où vous êtes ingénieur agronome spécialisé en forêt, mais aussi en protection de la nature. Plus protection de la Protection nature de la que... nature. Voilà, je ne suis pas un productiviste de Ça la forêt, correspond à votre personnalité, je j'imagine. suppose. Ouais. Oui. Et donc, c'est ce qui vous a mené à un moment donné à créer cette association avec un peloton d'amis, c'est bien cela? Ben, nous étions quand même un noyau, hein. Je n'étais Mhm. pas seul, on était au moins une vingtaine de personnes à nous être investis pendant plus d'une année de façon informelle, je dirais, dans la préservation de l'environnement. Plus spécialement, on travaille beaucoup sur la conservation de la biodiversité, la lutte contre la désertification. Oui, Disons que c'est nos deux objectifs principaux. Et donc nous avons été amenés par la force des choses à créer cette association en 1994 oui. Ça vous pour fait bientôt 30 ans, hein? pour être plus 28 actifs. ans d'activité. Voilà. Mhm. Nous sommes presque à 30 ans d'activité, là. Nous sommes à 28 ans exactement. Mhm. Et enfin, pourquoi? Parce que il fallait agir. Voilà. Oui. Pour nous, c'est-à-dire être En toujours dans la 94, théorie, oui. etc., Voilà. c'est pas suffisant. Il y a des urgences. Nous estimons qu'il y a vraiment des urgences sur ces questions-là et que Oui. donc on n'est plus à discuter. Oui. Il faut passer à Il l'action. est vrai qu'en 94, la forêt a commencé à connaître une menace et tout le pays, en fait, s'était focalisé sur une situation sécuritaire un peu précaire, difficile, je dirais même. Et pendant ce temps-là, vous étiez là quand même à penser à l'avenir de la forêt, à l'avenir de l'environnement en Algérie. C'est ça qui est louable. Oui, nous étions peut-être par notre formation, par notre parcours, on était déjà en avance peut-être sur d'autres. Peut-être, oui. Voilà. Et donc là où les gens ne voyaient pas encore l'urgence, nous on voyait l'urgence. Voilà. Oui, c'est vrai que par la suite, les grandes discussions, les grands débats ont été lancés à travers toute la planète autour de l'environnement et vous faisiez partie de toutes ces têtes pensantes. Vous avez adhéré à cette réflexion universelle. Alors, on va parler un petit peu plus de cette association AREAED, donc Association de réflexion, d'échange et d'action pour l'environnement et le développement. Vous avez eu des projets récemment liés à ces zones montagneuses. On va peut-être en parler davantage. On va parler du plus récent d'abord. Celui que vous On avez... commence par Oui, le plus récent, c'est le projet qu'on a intitulé Projet d'appui aux communautés paysannes des parcs nationaux. oui. Donc c'est un projet que nous avons mené de 2018 à 2020 en collaboration avec notamment la Direction générale des forêts Oui, et qui a été financé au moins 90% par l'Union européenne. oui. Donc on a travaillé sur 3 parcs nationaux et dans chaque parc national sur une commune, ou 2 parfois. Donc à Tlemcen, sur une commune qui s'appelle Ain Raba, Oui, et dans le Durdura sur une commune qui s'appelle Aït Boado, oui. et dans le parc national de Baport à Baport qu'on a contribué à Assétif, créer, oui. à classer 2 communes, commune de Baport et commune de Ouadbert. Voilà. Donc, en quoi consistait justement votre action avec plus de précision dans ces zones Disons, montagneuses? globalement visé. Comment vous avez pu justement renforcer les capacités de ces paysans ou de ces habitants et de quelle manière? Dans ce projet, on visait deux aspects, je dirais. Un, c'était promouvoir l'agroécologie, parce que dans un parc national, il est plus qu'évident, ce n'est pas interdit de faire de l'agriculture dans certaines zones, mais disons, c'est une agriculture qui est compatible avec les objectifs de protection de la biodiversité, et donc ça doit obéir à certaines règles qui font partie de l'agroécologie. D'accord. Un des aspects, c'était là, donc renforcer les capacités des paysans. Donc vous les avez un petit peu orientés vers des activités en particulier, voilà, Oui, donc qui il y a eu- peuvent être rentables, mais aussi rentables pour l'environnement. On peut les Exactement. citer Donc, par exemple?
Alors, il y a eu en plus des formations qu'on a fournies sur l'agroécologie, mais aussi sur la diversification des activités, par exemple, formation sur la fabrication artisanale de fromage de chèvre, formation sur le tourisme rural, et des formations plus spécifiques sur l'apiculture aussi, et sur l'agroécologie, où nous avons mis le plus d'efforts. Oui, Voilà. très bien. Avec les visites d'échange pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, etc. Donc certains ont eu la chance d'aller même jusque dans un parc national étranger pour voir Comment ça se ça se déroule? déroule, les relations entre le parc et les communautés qui vivent à l'intérieur, etc. Donc c'était, je pense, très très intéressant. Oui, Mais en plus de... c'est vrai que dans ces régions étrangères que vous avez visitées, il y a énormément d'intérêt actuellement pour la diversification des produits qu'on appelle bio et aussi des produits de la nature, des produits justement naturels et authentiques. Oui, c'est- d'une part, il y a une demande du Mhm, public, hein, donc les consommateurs absolument. commencent à être plus conscients de la qualité des produits, notamment de leur qualité sanitaire. Et de notre côté, ça permet aussi d'améliorer le revenu des Mhm, producteurs. Et donc, ça fait un bon mixte entre absolument. l'intérêt du producteur et l'intérêt du consommateur. Chez nous, beaucoup veulent revenir à des produits traditionnels, produits Oui. du terre. Donc L'élevage c'est, caprin le permet parce que c'est vrai, avoir des bovidés ou des bovins en pleine montagne, c'est pas toujours pratique. En revanche, la petite chèvre et le bouc, bon, traditionnellement, voilà, c'est la chèvre, hein, elles le s'adaptent bovin parfaitement. aussi, mais avec Oui, des bovins locaux, donc des races locales qui étaient oui. adaptées. Le mouton, c'est quelque chose qui est nouveau dans la montagne, c'est pas Mhm, vraiment son territoire, oui. mais euh, Il peut être néfaste même pour certains pâturages, non? oui, bien sûr. Mhm. Donc, Donc, quels sont les aspects négatifs voilà, constatés avant cette intervention de la part de l'association, cet effort de sensibilisation à l'esprit écologique? Donc, quels étaient voilà, les points noirs que vous avez essayé d'éliminer? d'abord, il y a l'abandon hein, de l'agriculture de montagne. Euh, la plupart des régions, les gens ne font plus, n'entretiennent même plus leur jardin, etc. À la limite, quand c'est des oliviers, donc ils viennent à la période de la cueillette, ils viennent C'est la cueillir. période Voilà, d'ailleurs. c'est la période. C'est- Et en dehors de ça, c'est envahi par la Oui. broussaille, Mhm. etc. Et on sait quelles sont ensuite les conséquences, les incendies de forêt, etc. Donc, un domaine agricole de montagne entretenu, c'est des risques d'incendie diminués. Diminuer Voilà. déjà. Donc, il faut absolument revenir vers la petite agriculture de montagne, mais bien sûr améliorer le revenu, parce que Oui, si les gens abandonnent, c'est que le revenu n'était plus suffisant, voilà. donc ils préfèrent aller travailler ailleurs pour se... En abandonnant un petit peu Ça, la c'est le terre. premier point noir, je dirais, et j'espère que ça va s'améliorer dans l'avenir. Le deuxième, c'est que les populations, donc l'élevage bovin notamment, et ovin se pratique de plus en plus. C'est gratuit, les gens, il y a des pâturages, même si c'est interdit, donc Oui, ils enfreignent l'interdiction. oui. Et ça aussi, c'est très négatif Pour la pour la biodiversité, entre autres, biodiversité, mais oui, la aussi faune très et la négatif, flore, hein. voilà, très Mhm. négatif sur le plan incendie, parce que les pasteurs, disons les éleveurs, doivent renouveler le pâturage et donc il faut incendier pour que ça se renouvelle, etc. Oui, Et c'est des pratiques qui se font depuis très longtemps, mais il faut aussi maîtriser ces feux. absolument. Sinon, quand ça échappe, eh ben on sait que c'est la Ça, catastrophe ça par la fait mal à suite. la Voilà. forêt et ça fait mal Voilà. aussi aux communautés environnantes. Ensuite, il y a les coupes de bois, donc illicites, Mhm. la fabrication de charbon. Et Oui. puis, nouveau phénomène qui prend énormément d'ampleur, c'est un tourisme que nous estimons sauvage. Mhm. Euh, de- nous sommes dans des écosystèmes fragiles, on ne voit que des groupes importants. Le tourisme, c'est intéressant, c'est bon, mais il faut le pratiquer Voilà, dans le respect. raisonnablement.
nature. il faut que ce tourisme profite aux populations locales, donc il faut développer des gîtes, par exemple, des tables d'hôtes au niveau local. Donc tout ça, on a travaillé sur toutes ces questions. Ça c'est fait. Maintenant, les communes ont tendance à aménager les espaces forestiers, à délimiter un petit peu l'espace touristique par rapport à l'ensemble de la forêt. On l'a vu du côté de Cherchell, Tipaza par exemple, pour parler des villes limitrophes, à Boumardès également. Donc il y a cette réflexion, on sent qu'il y a cette préoccupation de préserver le cœur de la forêt. Donc en parlant du cœur d'une forêt, les Babors ont bénéficié vraiment de l'intérêt de votre association énormément et vous avez tout fait pour sauver cet espace qui est Oui, très beau. c'est un intérêt très ancien, mais qui malheureusement ne pouvait pas être en œuvre dans les années 90. Donc il a fallu attendre que la situation sécuritaire s'améliore. Et donc on a pu obtenir un financement en 2014 pour une étude de classement de l'aire protégée des Babors. Et donc nous avons mené ce travail pendant 3 ans, également en coordination avec la Direction générale des forêts, avec lesquelles on travaille beaucoup. Et donc on a pu arriver jusqu'au bout. Et donc il y a eu le classement, le décret de classement a été publié, si je me souviens bien, en 2019. Oui. Maintenant, il reste une étape importante. Un classement, c'est bien, c'est une protection juridique uniquement. Il faut mettre un établissement, il faut Qu'est-ce mettre qu'il du y a de personnel. beau au Babord? On peut le rappeler parce que peut-être que certaines personnes qui nous suivent ce matin ne savent pas, ne connaissent pas la beauté de ce site magnifique qui est un petit peu proche de Sétif. Voilà, donc il y a d'abord la chaîne des Babors qui va, disons, de la Soumam jusqu'à Djidjel. Et il y a le Djebel Babor qui se trouve au milieu, qui est la montagne la plus élevée, disons, à plus de 2000 mètres. Donc le parc national qui a été classé couvre 24 000 hectares et se situe à cheval sur 3 wilayas, Sétif, Béjaïa en grande partie, et puis Djidjel très peu. Voilà. Donc ce qui fait la célébrité des Babors, c'est la forêt de Babor. Oui. Voilà, qui est une forêt d'environ 2000 hectares et qui abrite notamment des espèces endémiques, rares, uniques au monde, je dirais, dont un oiseau qui s'appelle la citelle de Kabylie. Oui, de Kabylie. Voilà, et le sapin de Numidie également. Je ne citerai pas toutes les espèces qu'on trouve. Mais il y en a, effectivement. Ouais. Il y a des espèces endémiques. Il y a aussi une flore très intéressante qui se développe et qui voyage un petit peu jusqu'à Tarf, qui revient, qui migre. Et c'est très beau à voir, en fait. Non, c'est très beau. Ensuite, il y a des paysages magnifiques avec je dirais, des rivières permanentes. Ce n'est pas des oueds. Donc, avec une eau translucide et claire et belle glacée, à voir. même en été très glacé. Et puis il y a des paysages agricoles qui subsistent encore, qui sont magnifiques également. Donc tout ça forme quelque chose d'exceptionnel, je dirais, dans notre pays. Moi, j'aimerais aussi souligner ce que vous faites aussi parallèlement, ces campagnes que vous menez auprès des agriculteurs dans l'objectif de développer leur capacité. Vous n'oubliez pas les enfants, la jeune génération. Alors très souvent, vous avez toujours un accompagnement par rapport à cela. Donc très souvent, je dirais même dans tous nos projets, il y a une partie qui est réservée à l'éducation à l'environnement, sur des thématiques, par exemple là c'était la biodiversité, et donc parce que c'est les générations qui viennent après, hein, on prépare un citoyen c'est eux qui responsable. vont hériter de ce patrimoine. Voilà, on prépare justement un citoyen amoureux de la nature, responsable, qui va respecter étant adulte. On est étonné, hein, parfois on est vraiment étonné parce que certains enfants sont vraiment en avance. Oui. Et ils sont précoces. Ils nous ont impressionnés. impressionnés. Parce que l'école fait un effort dans ce sens, il faut quand même le souligner. L'école a introduit dans le manuel scolaire, dans la pratique aussi, dans les exercices pratiques, toutes ces notions donc d'agriculture, de respect de la nature et de l'environnement. Ça a été quand même réfléchi depuis quelques années. Il y a plus de sensibilité dans l'éducation à ces aspects-là, environnementaux. Mais ça leur fait quand même un espace récréatif. Hein, quand oui,
Parce qu'on ne pratique pas ça comme Oui, un cours, tu vois. absolument. C'est des activités ludiques, je dirais, avec des séances de travail en groupe, de sortie de terrain, d'enquête sur le terrain, Oui. d'aller questionner les anciens, C'est etc. Et à intéressant, la c'est fin, ils ludique. présentent un Oui, peu ce qu'ils ont fait, leur exposé ou leur oui. dessin, etc. Et c'est impressionnant, C'est je dirais, c'est impressionnant. vraiment impressionnant. Ouais. J'imagine en tout cas votre bonheur, Mounir Ben Sharif, de participer à toutes ces actions en faveur de l'environnement, de la nature, votre passion depuis toujours en tout cas. Oui, je dirais que quand je suis pas sur le terrain, À je faire me quoi? suis mal. Voilà. Ah mon Dieu. Voilà. J'imagine que vous contaminez tous les membres de votre famille, que vous les emportez avec vous de temps en Oui, temps. oui, ça arrive. Ça arrive. Eh ben, j'avais vu juste. Merci encore une fois pour ce témoignage en faveur de notre belle forêt. Enfin, nos belles forêts, parce qu'elles sont nombreuses hein, quand Ah même, oui, hein. oui, non, On a nous toutes, avons... plusieurs chaînes montagneuses. L'Algérie, moi je le dis, c'est avant tout un pays montagneux. Oui, Voilà. Si, absolument. si on, si on voit l'Algérie du Nord, c'est plus de 50% du territoire qui est Oui, fait de montagnes. Malheureusement, on n'a pas donné beaucoup d'intérêt à oui, ces montagnes qui ont quand même nourri pendant des siècles oui. l'Algérie parce que l'agriculture traditionnelle ne se pratiquait pas en plaine, mais en Mhm. montagne. Donc c'est important aujourd'hui de donner plus d'intérêt à ces régions-là euh, Absolument. parce qu'elles participent énormément à l'économie du pays de façon Oui, indirecte. de façon Par exemple, toute indirecte, tout l'eau à fait. nous vient des montagnes, hein. Si ce n'était pas les montagnes, on n'aurait peut-être pas autant d'eau qu'aujourd'hui. Absolument, Voilà, absolument. En tout cas, il y aurait encore beaucoup à dire sur nos forêts, ces montagnes fabuleuses que nous avons sur toute la chaîne de l'Atlas et du Tel. Et donc aujourd'hui, voilà, nous avons avec vous un petit peu parlé de cette magnifique montagne, à l'occasion surtout de la journée mondiale qui lui est réservée. Donc c'était cette semaine. Donc voilà, c'était notre manière de participer à cet effort de sensibilisation. Merci encore une fois. Et j'imagine que lors de vos déplacements, vous faites, comment dire, que vous unissez vos efforts à ceux de la protection civile quand il s'agit des périodes enneigées, en l'occurrence. Vous les croisez en tout cas sur votre chemin, j'imagine. Et notre reporter, Farid El Hamdi, en a fait autant. Elle est sortie sur le terrain pendant la période des neiges tout récemment. Elle a été jusqu'à Tikjda avec notre équipe. Et tout de suite, nous allons voir un petit peu son récit, son rapport de cette sortie sur terrain. Nous sommes à environ 1400 mètres d'altitude. Ce sont les montagnes du Djurdjura. Et nous sommes à Tikjda, lieu de vacances et des plaisirs de la neige. Ces pistes sont aussi le lieu d'accidents tragiques et de nombreuses fractures. La montagne est une véritable dame qui, aussi belle soit-elle, peut être capable du pire. Ici, le danger est partout. Lorsque la météo se dégrade en haute montagne, les interventions deviennent extrêmement périlleuses et obligent souvent les sauveteurs à prendre des risques. C'est justement pour répondre à ce besoin en matière de secourisme dans les zones difficiles d'accès comme les montagnes que ces unités ont vu le jour. La première unité à être formée est celle de Bouira en 2006. المركز تاعها متواجد هنا بتكجدة. نعم. راكم في شامي تكاف.
Sauver des victimes est le travail de ce groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux de Bouira. Une unité spéciale, sauvetage, composée d'une vingtaine d'éléments bien entraînés et aptes à intervenir à tout moment. Annuellement, les services de la protection civile enregistrent des centaines de blessés ainsi que des décès qui sont signalés partout sur nos montagnes à cause du manque de vigilance. Ce week-end, l'unité Grimpe a réussi à localiser et à secourir un groupe de jeunes originaires d'El Alma retrouvés dans un état grave en raison du froid qui sévissait sur cette zone montagneuse, culminant à plus de 1400 mètres d'altitude. Leurs témoignages, ainsi que les images exceptionnelles de leur intervention, nous permettent de mieux comprendre ce qui les pousse à mettre leur vie en danger pour sauver d'autres. Comme vous venez de voir, nous étions sur place à 9 h du matin pour sauver ce jeune randonneur qui souffrait de fractures dues à une chute. Notre mission, c'est de sauver des vies humaines en cette période de froid. قمنا بإسعافه في عين المكان وقمنا بعملية الإجلاء نتاع الضحية. ورانا نديروا مجهود نتاعنا. كوز لا تومبات ولا تومبات très grave, la neige, le vent, des fois il y a des disparus. أيوة الله à minuit الآخر ننترفينيو باش نسلكوهم. Chapeau à ces braves hommes du groupe Grimpe qui, au péril de leur vie, contribuent à la touristes. Et voilà, on continue de parler de tourisme, on continue de parler de la beauté de ce pays continental, l'Algérie, avec la présence parmi nous ce matin de Nassela Moumen. Bienvenue Nassela Moumen. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci. Ça fait quand même pas mal d'années, hein. On s'était croisés sur un plateau. Exactement, et merci pour l'invitation et heureuse et bonjour au public. Oui, ravi en tout cas de parler de vous et vos initiatives, elles sont nombreuses. On va rappeler que vous êtes un ancien cadre de l'ONT, l'Office national de tourisme, dans lequel vous avez fourni pas mal d'efforts, notamment envers les médias. Vous avez été derrière pas mal d'éductours dans ce cadre-là. Vous avez aussi à votre actif l'initiative de la création de l'association Plume Touristique, dont vous êtes la présidente. Vous êtes toujours la présidente de Plume Touristique. Et si on vous a invité aujourd'hui, Nassela Moumen, c'est pour témoigner de votre participation à ce grand forum qui a uni pas mal de femmes, 3000. Forum international des femmes, c'était cette semaine. Alger, n'est-ce pas? Oui, c'était la première édition du Forum international des femmes c'était sous l'égide de monsieur le président de la République, monsieur Tebboune, et aussi organisé par la Confédération générale des moyennes entreprises algériennes. Voilà. Donc c'était vraiment un grand événement où il y avait plus de 3000 femmes, il y avait des aussi. C'est un événement international, donc il y avait la participation de la femme étrangère aussi, il y avait aussi des témoignages. Il y avait 200 femmes qui avaient participé, donc 200 femmes qui étaient dans l'entrepreneuriat à l'étranger, qui ont pris la parole pendant cet événement. Et là, on a vu plusieurs, c'est-à-dire il y avait les femmes qui ont dans le cadre, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans la formation. Donc tout ce confondu, il y avait toutes ces femmes-là qui ont participé à l'économie algérienne. Absolument. C'était ça un petit peu l'idée première, l'objectif premier, c'est de révéler cette participation féminine à l'économie algérienne.
dans les différents secteurs. Exactement. Donc tous les panels étaient présents Tous les et panels. la discussion était ouverte sur toutes les préoccupations possibles et imaginables. Oui. Absolument. Donc, c'était distribué sur 7 panels. Il y avait la formation, il y avait la gouvernance, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire les femmes qui sont dans la politique. On les voit maintenant, bien que c'est un peu minime, mais on les voit dans ministre. Donc, il y avait la femme gouvernance, il y avait dans la formation, l'éducation, la femme, le monde des affaires, c'est-à-dire la femme qui maintenant, elle est en train de s'approcher d'être investie dans le cadre, quel que soit le secteur où elle a envie d'investir, aussi dans le socio-culturel aussi, dans la culture, les moyennes et petites entreprises, les femmes qui jouent un très grand rôle d'améliorer et de faire valoir la culture algérienne. Absolument. Ce que vous faisiez depuis des années, Nassera Moumen, sur le terrain. Donc en 2013, vous créez votre propre agence touristique. Voilà, donc, et vous essayez d'inverser la vapeur. C'est vrai qu'à l'époque, on sortait d'une décennie difficile et les touristes manquaient à l'appel. Donc il y avait cette fuite du touriste pendant la période difficile. Et vous, en tant qu'agence, vous aviez ce défi à relever. Vous l'avez fort bien fait, n'est-ce pas? Tout à fait, c'était vraiment un défi à relever face à l'image de l'Algérie qui n'était pas à la hauteur, c'est-à-dire on sortait des signes noirs, difficile de convaincre les touristes à revenir au pays et de leur dire que maintenant l'Algérie c'est un pays qui safe, sécurisé, sûr, sécurisé. Et notre patrimoine, il est toujours là. C'est-à-dire, mais c'était très dur, surtout sur question de sécurité. Donc, à travers ma participation dans les salons internationaux et foires, les grands salons comme vous n'en avez manqué aucun, je pense. Aucun. Madrid, Berlin, Paris, Bruxelles, tous ces salons-là, on avait un contact direct avec les partenaires étrangers, nos partenaires touristiques étrangers, et c'était là ma mission de convaincre ces partenaires à reprendre. Parce que au fait, c'est des partenaires qui connaissent bien l'Algérie. Oui, ce sont des tours opérateurs. C'est des tours opérateurs qui habitués mais qui ont déserté plus de 10 ans ce pays, mais qui ont toujours cet amour vers ce pays-là et ils reconnaissent aussi son potentiel touristique. Comment ne pas l'aimer? Un désert qui est fabuleux. Voilà, on parlait des chaînes montagneuses. Sont extraordinaires. Et vous-même, vous organisez actuellement beaucoup de visites à Tikjda, Beneini. Vous mettez en valeur le patrimoine. J'ai toujours été l'agence qui favorise un peu plus le tourisme local pour connaître un peu nos régions, quelles que soient le Tikjda, les régions de montagne, le sud, la Kabylie, l'est, l'ouest. Donc, on est présent pratiquement sur les 48 wilayas. Parce qu'on peut dire aussi que les 48 wilayas, c'est des régions touristiques. Toute l'Algérie est un multiple de régions touristiques, quel que soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest. On retrouve les vestiges touristiques à différentes facettes, mais toute l'Algérie est un pays touristique, au fait. Donc, j'essaye, à travers mon expérience, d'attirer un peu plus de personnes. Au fait, la pandémie et dans chaque wilaya, on peut trouver des spécificités. C'est ça qui est extraordinaire. D'où la possibilité justement de créer des circuits touristiques comment dire, inédits pour chaque région. Oui, parce que là, maintenant, mon objectif, c'est qu'il y a des régions qui sont saturées. Comme dirais-je, par exemple, Janet, Béchar. Ça, c'est des régions que maintenant les Algériens connaissent. Sont connues. Maintenant, mon but, c'est d'aller un peu plus loin et de prendre les anciens circuits que l'Algérien ne connaît pas et mettre des petits circuits de 3 jours, 4 jours pour reconnaître du côté de par exemple Brizina ou du côté de la petite boucle du sud entre le El Oued, Brizina, Menira, la Kabylie. Il y a beaucoup de circuits touristiques qu'on peut... L'Exor de la Saoura, vous les avez aussi les Balkans, plutôt les Biskra aussi avec le Roufi et
et surtout du côté les Balkans de Kahina et tout ce c'est une histoire aussi, on peut même, absolument. Donc on essaye un peu de rassembler tous ces... Batna qui conserve encore des villages authentiques. Exactement, sans oublier aussi les vestiges romains aussi, de Timgad, du côté de... Timgad, Mila, Rissa, Mdaourouch. Moi, oui. Bonne, moi, ce que je c'est-à-dire, on n'a pas, au fait, juste des saisons. En Algérie, on peut faire le tourisme en longueur d'année. Oui. C'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre. Donc, ne pas oublier le thermalisme aussi. C'est-à-dire, on a plus de 200 stations thermales. Peut-être une dizaine qui sont pratiquement, qui fonctionnent. Mais c'est-à-dire, c'est un tourisme aussi. Tourisme que beaucoup de personnes, les seniors, que je veux aussi mettre en vie les seniors pour ce type de tourisme. Donc, pendant le Forum international des femmes, on a parlé d'économie, de rentabilité de ces entreprises. Donc, vous-même, vous êtes à la tête d'une entreprise touristique et vous faites travailler, grâce à vos circuits, initiés dans le sud, initiés dans le nord, des guides, des partenaires, des chauffeurs, voilà, en fait, c'est de cela que vivent les communautés dans le sud, par exemple, ou en montagne. Bien sûr, c'est un apport, il y a un apport direct, il y a un apport indirect. Oui. Le direct, les salariés qui sont là, mais aussi quand on fait des circuits, c'est tous ceux-là qui participent à circuits, comme vous l'avez bien dit, chauffeurs, guides, et maintenant c'est encore plus loin. Par exemple, moi, je donne un exemple, quand je suis au sud à Char ou à Simoun, je fais appel à des femmes pour certaines qui font l'art culinaire, c'est-à-dire on fait les mets traditionnels. Oui, donc pour aller vers il y a les repas, je fais appel aux femmes là qui sont chez eux. Et du coup, on fait connaître un peu ces plats traditionnels. Et d'un autre coup, on fait travailler ces femmes qui sont à la maison. Et c'est un apport positif sur la région, et en particulier et en général sur l'économie algérienne. Sans oublier, quand je suis une agence réceptive, c'est des étrangers. Donc automatiquement, on a l'apport de devises qui fait entrer. Bien que les deux dernières, depuis la pandémie, on voit oui, bon, la pandémie est venue freiner votre élan. Parce qu'on a vraiment commencé, ça a vraiment commencé depuis 2016. On reçoit vraiment des surprises d'Algériens, notre diaspora qui installe. En fait, voilà, j'allais y venir, vous m'avez tendu une perche. C'est vrai que votre intelligence en tant qu'agence, en tant que leader d'agence, ça a été là. Pour contaminer les étrangers, vous avez contaminer les expatriés. Absolument. Vous avez amené des groupes d'Algériens vers leur pays, à la découverte de régions qu'ils ne connaissaient pas. Et bien sûr, ça a donné un parce que c'est les ambassadeurs de l'Algérie. Oui. Parce qu'il y a, quand on a plus de 20 personnes, 30 personnes qui arrivent de différentes régions, là où il y a... Et ils partent avec des bons souvenirs, avec des photos et tout. Alors, c'est un peu leurs amis qui sont là. Et franchement, c'est comme ça que ça a commencé. Franchement, c'était vraiment Et là, ils sont là, ils sont attendent quand il y aura la réouverture, c'est-à-dire la pandémie, elle ne sera plus là pour terminer ce travail qui est pratiquement... C'est vrai. Et c'est aussi votre objectif en créant une association de touristique, c'est le relais le plus important pour le marketing touristique, n'est-ce pas? L'Algérie est absente pratiquement des médias étrangers, sauf ces dernières années où on a commencé à s'intéresser à cette destination. Oui. Mais au début, vous avez incité cet intérêt grâce à toutes ces vues que vous avez réunies, regroupées. Oui, on était plus de 60 journalistes qui étaient dans l'association des plumes touristiques. Et là, c'était notre but, parce que pour nous, les médias, c'est le miroir de l'Algérie touristique. C'est à travers vous, à travers tous les médias, quel que soit un photographe, un journaliste, tout cette panel de médias, de journalistes écrits ou c'est-à-dire parler ou écrits, oui. Ça, c'est eux. C'est eux qui ont nous aidé à faire connaître cette belle Algérie et enlever cette image
membres qu'elle avait depuis des... Et c'est difficile parce que c'est difficile de convaincre les étrangers de l'Algérie. Elle est là, c'est sécurisé. C'est très difficile de convaincre tout ça. Donc, il y a des problèmes géopolitiques qui rentrent dedans. Donc, le rôle des médias était très, très important pour éclaircir tout ça. Et même, on voulait même aller plus loin que ça, c'est de faire des médias professionnels spécialisés dans le tourisme. Voilà. Parce qu'en il n'y a pas des journalistes spécialisés dans le tourisme. Oui. En fait, il y a beaucoup d'enfants. Vous avez beaucoup d'enfants aussi pour le tourisme algérien. Disons, il y a eu un petit parcours dans Canal. Dans votre émission qui était le trésor de l'Algérie. Oui. Donc, toutes ces plumes touristiques, que je peux appeler des plumes touristiques, ont adhéré à donner un peu plus une image plus fidèle de l'Algérie. Parce que l'Algérie est belle. L'Algérie multiple, diversifiée de par justement la nature, les cultures qu'on peut, toute la culture et tous les éléments culturels qu'on peut y trouver. Donc tout ça contribue justement à en faire une destination touristique d'excellence. C'est vrai. Il faut dire que c'est vrai que notre but, c'est d'avoir l'Algérie devient. C'est vrai qu'on est un peu loin de dire que l'Algérie, c'est une destination par excellence, parce que par manque d'insuffisance de plusieurs facteurs que tout le monde connaît, mais on va vers cette destination. C'est notre objectif et Inch'Allah, on va y arriver. Bravo, en tout cas, merci beaucoup Nassera Moumen pour ce témoignage ô combien précieux concernant un petit peu un secteur qui se relève d'une période très difficile. En fait, là encore, la pandémie vient de frapper. Et c'est encore difficile, c'est un autre défi que vous relevez. Qu'on relève. Au fait, je suis presque parmi les... Il y a d'autres gens aussi comme moi qui... On n'avait pas baissé le rideau. On n'a pas baissé le rideau. Non, du tout. C'est-à-dire, il y avait peut-être 8 mois là, on a été vraiment... Mais sinon, on a repris, même si avec des petites sorties comme ça, mais faire découvrir... Mais du tout, on n'a pas baissé le rideau. Oui. Et on est là pour terminer notre mission. Et notre... Donc, on n'a pas cité le nom de cette agence, on la citera à la fin quand même. Il s'agit du groupe de Voyage du Cœur. Oui. Donc, on salue à travers vous toute l'équipe sympathique qui accompagne tous ces touristes nationaux et internationaux. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste rajouter qu'on va... mon objectif, d'ailleurs, j'ai participé dans ce forum, c'est d'aller un peu dans la formation dans le tourisme. Oui. Il ne faut pas s'arrêter juste à visiter les personnes, à créer une école pour faire une formation dans le tourisme local. Oui, merci infiniment Nassera Moumen. Donc, on vous souhaite bon vent pour tous ces défis qui vous attendent et tous ces beaux voyages, surtout parce qu'il y a du plaisir aussi pour vous et pour votre également, merci. Je vous invite aussi à participer à nos agréables voyages. Inch'Allah, un de ces jours, pourquoi pas. Pour les médias aussi. Oui, tout le monde rêve de voyager, hein. Surtout après cette pandémie. On a hâte de reprendre les circuits, les avions, les bus, etc. Exactement. Merci infiniment encore une fois. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Restez avec nous. Donc, Bonjour d'Algérie se poursuit après ceci.
Et les thématiques se poursuivent et ne se ressemblent pas sur Canal Algérie. Tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir un représentant du 4e art en Algérie, en l'occurrence M. El Hadi Denni, qui est professeur de théâtre au Conservatoire d'Alger. Bienvenue. Merci, bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Très Et vous? bien. Voilà, ça va, très bien, ça commence bien. Une journée en perspective. Eh bien, parfait. Donc, on peut commencer? On peut commencer maintenant. Super. Voilà. Donc, parlons un petit peu du Conservatoire d'Alger, de ses gloires, de ce qu'il apporte justement sur le paysage touristique, j'allais dire, on était sur le tourisme Oui, il y a un oui. instant, donc culturel, je dirais plutôt. Parfait. Donc, avant de parler de ce conservatoire, parlons Oui. un peu de son historique. Avec plaisir. Je veux dire par là, c'est d'ailleurs aux environs de 1897, la première pierre a été posée à Place des Martyrs pour la construction de ce conservatoire. Et j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on pourra par la suite en parler. Oui. Chose extraordinaire, cette année même est né un des plus grands artistes algériens. Je vous dirai par la suite. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah là là, non, ne devinez pas. J'essaie de deviner, ils sont tellement nombreux. Je préfère à la main. Ah, Ouais, d'accord, ouais. d'accord. Donc, l'un des premiers artistes algériens et qui est très connu. D'ailleurs, on a donné son nom et son prénom à une institution culturelle, théâtrale. Voilà, je commence à dessiner. Ça commence à venir. Là. Absolument. Donc, l'historique, c'était bien entendu 1897. Et aux environs de 1902, le conservatoire a été conçu. Et malheureusement, c'était sous une colonisation. Oui. Et il y avait uniquement des Français qui pouvaient y adhérer. D'ailleurs, il y a eu de grands artistes français qui sont sortis du conservatoire. Et par la suite, chose extraordinaire, d'ailleurs on connaît tous ces noms, aussi de grands artistes sont sortis de ce conservatoire, des grands chefs d'orchestre, on en parle tout à l'heure, Oui. des Algériens, là, on parle des Algériens oui, qui ont eu accès quand même à l'éducation musicale par la suite. Théâtrale, musicale, etc. On en parle là. Le Conservatoire d'Alger à ce jour, voilà, prodigue différentes formations dans différents domaines. On a la musique, on a le chant, Absolument. on a aussi. Alors, qu'est-ce que vous allez Bon, il y a compléter, plusieurs chapitres, il y a à peu près 5. Donc, on va commencer par la musique. La musique, cela veut dire la musique classique et les instruments, c'est-à-dire les instruments. Nous avons les instruments avant, comme le violon, la contrebasse, etc. Et nous avons les instruments plutôt à cordes, violon, etc. Et les instruments avant, comme saxo, clarinette, etc. Donc, c'est le premier chapitre, si vous voulez. Le second, c'est la danse. La danse, parfait. L'art chorégraphique. L'art chorégraphique par excellence, qui a fait de grands danseurs et danseuses que l'on connaît bien. Il y a aussi le théâtre, dont je suis professeur. Ça, c'est votre dada, et un petit peu votre spécialité. Donc, je suis sorti du conservatoire aussi. Vous-même, vous avez été formé par ce conservatoire. Formé par ce conservatoire. Qui est aujourd'hui sous l'égide des établissements agriculture. Agriculture, parfait, la wilaya d'Alger. Et là, c'est une pépinière, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce conservatoire a fait sortir énormément de gens de qualité, connus en Europe. Oui. Je cite par exemple de grands chefs d'orchestre comme Abdelwahab Salim, comme Harun Rachid, comme enfin tant d'autres. Malek. Ahmed Malek, c'était un compositeur, pas un chef d'orchestre, mais un compositeur d'après l'histoire. Doué dans l'arrangement. L'arrangement, etc. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs... des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre.
donc là, même dans je prends pour chapitre, il y a le théâtre, il y a aussi, chose que l'on ne peut pas oublier, c'est dans le terroir, la musique andalouse. Oui. Et le chabi. Le chabi aussi, Oui, oui. effectivement, l'Anqa était parmi justement les dirigeants de cette Absolument. institution. À un moment donné, il a insufflé toute cette volonté de développer le chabi chez nous à plusieurs disciplines. Il était professeur et il laissait maintenant de grands maîtres que l'on connaît dans le chabi. On le connaît, c'est pas la peine de les citer parce qu'ils sont Ils sont tellement nombreux, c'est nombreux difficile. et tellement Un de petit peu qualité. sur le théâtre. On a aussi des icônes qui sont sorties du conservatoire. Je Oui. citerai à titre d'exemple Medjoubi. Ahmed Voilà, se montre Bedjoubi, des planches. absolument, Saboundji, Saboundji. il y a la juge de décédé, que Dieu ait son âme, Zaidi, Yassine, Oui, Yassine Zaidi. il vient juste, c'est-à-dire partir, de nous quitter. En fin de compte, personne ne nous quitte. Hein. Mais c'est vrai que c'est toute la famille du théâtre qui est en deuil. Donc, absolument. et d'ailleurs, il y a même une rencontre qui devait avoir lieu cette semaine. La conférence théâtrale a été annulée suite à ce décès. Donc, Oui. c'est dire un petit peu la douleur de perdre un membre de famille. Membre de cette famille. Mais il y a eu d'autres comme Azdin Medjoubi. Hamid Ramadan. Il y a Aliouat. Oui. Hein, donc il y a toute une panoplie d'acteurs aussi qui sont sortis de ce conservatoire et qui ont marqué, que ce soit en Algérie ou ailleurs, en Tunisie ou bien en Europe, qui ont marqué leur présence de par à travers ce conservatoire qu'ils ont représenté. Vous avez choisi, vous qui avez été formé par le Conservatoire d'Alger, d'opter pour la voie de la transmission du savoir. Vous êtes enseignant en théâtre et professeur donc, dans cet art assez particulier qui fait appel à différentes aussi manières de faire, la gestuelle, le langage du corps, le verbe, énormément d'aspects donc, que vous inculquez à vos disciples. Donc pourquoi ce choix? Vous auriez pu faire carrière au lieu d'aller vers... C'est-à-dire carrière dans le théâtre. Pour vous parler un peu du programme théâtral, c'est-à-dire dès l'inscription en début d'année, il y a une formation de 6 ans. Je parle de théâtre parce que la musique et autres, c'est beaucoup plus. Ça va jusqu'à 12 ans et un peu plus. Donc dans le théâtre, je vais parler un peu brièvement, il y a pour ce cursus, il y a une année de technique corporelle et de à travers la poésie et l'interprétation. Ensuite, technique dans le théâtre. Par la suite, la 3e année, l'élève, étant donné qu'il a acquis des bases, absolument, l'acquis des bases, donc il a une véritable technique de travail dans le domaine théâtral, il peut accéder au texte, c'est-à-dire à faire une étude analytique. Il apprend à faire une étude analytique du personnage, du texte, et interpréter absolument. On va y revenir tout de suite, restez avec nous, monsieur El-Hadi Denni. Juste après ce reportage, on va poursuivre cette petite conversation. Parfait. Voilà un reportage qui est signé Samia Bouarour plutôt, voilà, Samia Bouarour qui était dans les coulisses de ce conservatoire. Ça va nous permettre un petit peu de montrer les couloirs de ce temple de la culture, histoire de sentir un peu l'atmosphère après tout ce qu'on a dit. Le Conservatoire central d'Alger, Amr Zahi, ouvre ses portes à nouveau après une grande opération de rénovation. Cet espace à l'art continue à former des générations de musiciens, compositeurs, chanteurs, comédiens de théâtre et Monsieur Rizqallah, chef d'orchestre, connaît bien ces lieux depuis 1965. J'étais élève en 1965, élève de Abdelkarim Dali.
Puis je suis passé à Belhoussine, et puis Fakharji, et puis Felhouzi, Abdelkrim Dali et Farid Oujdi. Allah yarhamhum. Il y avait des grands professeurs. Il y avait Skandrani, professeur de piano. Déjà quand je monte les escaliers, je me rappelle quand les professeurs qui m'apprenaient bien habillés, bien monter les escaliers, l'angle était au sous-sol. C'était pas comme aujourd'hui, mais c'était formidable. Voilà. Nous avons rencontré quelques passionnés de la musique et du théâtre. Le cas de l'ami qui déjà a joué ses premières notes. Quand je viens ici, quand je joue à ma guitare, je suis joyeux, j'aime jouer et c'est ma passion. Ou encore Méline, 8 ans, qui est toute excitée de toucher pour la première fois le clavier du piano. Depuis mon enfance et moi je voulais jouer, ma voisine m'a prêté, j'ai commencé à jouer mais je ne savais pas comment. Donc j'ai dit à mon père de me faire entrer, comme ça je vais devenir une pianiste. Et pour finir en beauté, voici une rencontre spéciale avec le grand compositeur et violoniste algérien Hanafi Meliani. Expérience de plus de 50 ans, il est aujourd'hui du violon alto. Il nous offre un morceau d'une composition inédite, Valse de l'espoir. J'ai formé pas mal d'étudiants, des professeurs maintenant, sont des professeurs. Ce sont des professeurs au niveau national. D'après mon histoire, c'est mon compagnon. C'est au 4e étage du bâtiment Municipalité Casbah d'Alger, à la place des Martyrs, que ce conservatoire continue à dispenser plusieurs formations. Art de théâtre, danse, dessin, mais surtout musique classique, cherbi ou encore andalou, au bonheur du grand public. Et d'ailleurs, après une interruption causée bien sûr par la pandémie qui sévit, le conservateur ouvre ses portes au grand bonheur de tous ces petits bambins. Absolument. Bon, maintenant nous sommes en période de vacances à titre préventif. Hein. Donc c'est normalement le 4 janvier la reprise. Bon, c'est la première fois qu'on prend des petites, une courte période de vacances. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la prévention. Absolument, absolument. Il faut prévenir cette vague qui souffle un peu partout dans la planète. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri de cette pandémie et de ses conséquences. Alors, donc, toutes les disciplines vont reprendre à partir du 4 ? Absolument, absolument. Oui. Et il faut savoir que, par exemple, agriculture a 4 conservatoires quand même, et 4 écoles de musique. Oui. C'est-à-dire dans une école de musique, il n'y a pas uniquement le théâtre. Oui. Donc à peu près, je cite ces écoles de musique, c'est par exemple le conservatoire d'Alger, à Alger, il y a Bolloré, il y a Chaga, et pour les écoles, il y a le Kouba, il y a la Proval, il y a Elbiel, c'est un conservatoire, il y a Zeralda. Donc ce sont des écoles aussi de musique qui sont ouvertes à tous les enfants et à tous les adultes, adolescents, pour pouvoir choisir une discipline qu'ils veulent. Et donc voilà ce que j'aimerais relever à la fin de cette rencontre, c'est que vos cours de théâtre se poursuivent au conservatoire, mais parallèlement, vous êtes quelqu'un qui va vraiment au-delà de ce cours de théâtre, parce que vous faites du théâtre-thérapie. La théâtrothérapie. Théâtrothérapie. Voilà, c'est la thérapie par le théâtre. Voilà. Et pour cela, Agriculture a ouvert d'autres portes avec certaines associations, je pense, de trisomiques
Et c'est là qu'intervient la théâtrothérapie, c'est-à-dire l'ilaj al-nafsi, par le théâtre. Par le théâtre, voilà. Et il y a aussi, dans le futur, pour les autistes, on a travaillé aussi avec des sourds-muets, théâtre spécial pour les sourds-muets. Et merci infiniment. Donc, bon courage, bon vent pour toutes ces participations et ces aides faites avec cœur, offertes avec cœur, je dirais, à tous ces malades, toutes ces malades atteints de pathologies un peu particulières. Absolument. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de théâtre au Conservatoire d'Alger. Monsieur El Hadi Deni, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci, merci. Et je tiens à dire... tout au début, j'avais parlé... Oui, on avait entretenu un petit mystère. Alors moi, je dirais que c'est Bachtarzi. Parfait, vous êtes une championne. Je suis trop forte. Vous êtes trop forte, Et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse. On ne peut pas longtemps, hein, Non. La première pierre a été déposée en 1897 et c'est là où est né Bastarzi en 1800. Mahidine Bastarzi. Le ténor du théâtre. Le ténor du théâtre. Je remercie aussi Agriculture, tous ses responsables et tous les élèves de tous les conservatoires et écoles aussi. Merci beaucoup. Et tout de suite, on ouvre une nouvelle page, un portrait d'une artiste doublée de poétesse. Donc c'est pour tout de suite, avant de retrouver nos derniers invités. Informaticienne, poétesse et romancière, Radia Gouga Rodelsi porte désormais une nouvelle casquette, celle d'artiste peintre. Et c'est dans un monde de quiétude et de paix que cette talentueuse jeune femme raconte le monde à travers ses 22 œuvres d'art exposées pour la première fois. Ce fut une complète alchimie entre Sattar et moi depuis une année, 2021. Et du coup, j'ai créé plusieurs toiles, plusieurs œuvres sur toile et sur papier. Cette exposition, elle est placée sous les auspices de la paix et quiétude pour rendre hommage non seulement à l'art à travers sa portée esthétique, mais aussi à sa valeur spirituelle et morale. Une paix ressentie par l'ensemble des visiteurs qui ont pris plaisir à découvrir cet univers gai et joyeux. والله أنا نشكر أول شيء الفنانة راضية على التظاهر هذا المعرض اللي قامت به وأول حاجة نقدمها لكم هي. Je remercie cette femme et moi en tant qu'artiste j'encourage ce genre d'initiative. الناس تنشط في هذا الميدان هذا والرسم عنده علاقة مع الحياة ما دام كاين رسم معناتها الحياة تنبض. Une amoureuse du patrimoine constantinois, dans toutes ses œuvres, en sont inspirées. J'écrivais des poèmes, des romans, des scénarios. J'écrivais en français, en arabe et j'ai adopté beaucoup plus. Je suis tombée amoureuse du dialectal algérien. Et du coup, en 2019, j'ai publié une trilogie sur le patrimoine constantinois. L'écriture elle-même ne suffisait pas, n'était pas assez pour moi, donc j'ai besoin de m'exprimer plus et c'est pour ça peut-être c'est le facteur qui m'a poussé à aller vers la peinture. De l'originalité dans ces toiles qui allient des formes géométriques, des couleurs vives et donnent forme à des silhouettes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une âme joyeuse qui danse au son des couleurs et des formes de mes tableaux. Et celui-là, peut-être c'est mon préféré, le titre « Entre les deux mondes ». Et je peux vous lire un poème. À deux, ils plantent l'arbre de la passion, l'arbre de tout l'univers, de toutes les nations. Au centre des deux mondes, qui franchit les cieux et les ondes, celui qui vers le ciel les élèvera et devant Dieu les déposera. Voilà la dernière ligne droite de cette émission, mesdames, messieurs. Merci d'être là encore avec nous. Donc tout de suite, on va donner la parole à deux de nos rubricards. Lilia Benaz ici présente. Bonjour Lilia. Bonjour Nadia.
Bonjour, chers amis. Et bonjour à Imadeddine Lamouri qui prendra le relais juste après. On terminera avec notre invité ici présent, Mustapha Ben Amer, qui est un fervent défenseur des Verts, supporter des Verts. C'était important d'avoir comme la oui. Il est en vert. Il est en vert. Ça se voit. Ça va. Ça se Allez, voit. nous le dire. Ça va. Il manque quelques accessoires quand même. Donc, Lilia, qu'est-ce qu'on a pour cette fin de semaine en termes de destination? Il y a beaucoup d'activités très intéressantes dans tous les domaines. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Et on va commencer par les expositions. Une première de l'artiste Amine Goutali, donc intitulée Pierre précieuse. L'artiste partage sa passion pour la mer, les arts et la littérature. Et puis, il s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Donc, durant cette pandémie, un support de première importance dans la mise en valeur de ses œuvres. Et puis, nous allons aller du côté de Tlemcen pour parler du Salon national des arts plastiques du 19 au 23 décembre à la Maison de la culture de la ville Abdelkader Alloula. Expositions sont au programme. Des conférences également seront animées par des professeurs des départements des arts de différentes universités. Donc, au total, vous pourrez découvrir et apprécier les œuvres de 60 artistes, dont Moussa Bourdine, Karim Kerboua ou encore Hashmi Amar. Donc, une belle exposition du côté de la ville de Tlemcen. Quatrième art à présent du théâtre. On va parler des 10e journées du théâtre du Sud. Donc, qui débute aujourd'hui et ce jusqu'au 19 décembre au théâtre régional de la ville de Djelfa. Donc, des pièces théâtrales seront présentées tout au long de la manifestation et puis des hommages, des conférences, des ateliers de formation ainsi que des ventes dédicaces sont également au programme de cette manifestation qui est, rappelons-le, coordonnée par le Théâtre national algérien Mahidine Machtarzi et le Théâtre régional de la ville de Djelfa. Une pensée au grand homme de théâtre qu'on a perdu cette semaine. Il s'agit de Yassine Zaidi. Donc, on parle de théâtre. Sa famille. Donc, une pensée pour ce grand artiste. Et puis, du côté de l'Opéra d'Alger, de la musique à présent, un concert hommage est prévu le jeudi 16 décembre, donc ce jeudi à 18h30. Un concert pour rendre hommage aux défunts Rabah Driessa, Mohamed Lamari et Abdelrahman Aziz. Et puis, c'est les artistes Samir Toumi, Toufiq Aoun et Sami Zerieb qui seront sur la scène de l'Opéra d'Alger pour rendre hommage à ces grandes figures de la musique algérienne. Donc, un beau spectacle à ne pas rater. Donc, interdiction, bien sûr, de rentrer. Donc, pour les enfants de moins de 5 ans, nous ne pourrons pas assister au concert. Les tickets sont toujours en vente, 1500 dinars. Et puis, bien sûr, tout ça dans le respect des mesures sanitaires. Donc, les masques et la distanciation. C'est ça. Donc, un beau spectacle jeudi à 18h30 du côté de l'Opéra d'Alger. Et puis, un grand événement qui reprend après, il n'a pas eu lieu depuis une année ou deux. Il s'agit de la 29e édition de la Foire de la production nationale depuis le 13 et ce jusqu'au 25 décembre. Donc, plus de 500 exposants et une cinquantaine de start-up prennent part à la manifestation, donc qui permet de mettre en valeur les capacités des entreprises algériennes et de renforcer le label Made in Algeria. Il y a une belle exposition de peinture d'ailleurs qui est prévue au pavillon Jura. Donc il y a une pléiade, une belle brochette d'artistes aussi qui et sont puis présents. Donc toute la SAFEX accueille cette manifestation donc de la production nationale. Du cinéma avant de finir à la salle Cosmos mercredi, donc 3 projections sont prévues, 14h, 16h et 19h, et puis jeudi également, demain à 14h, 16h, 19h. Donc c'est des films pour enfants, des vacances, des projections qui sont adaptées aux vacances scolaires. Et pour finir, un événement, nous allons parler d'un événement. Il s'agit de Catharsis, donc une exposition qui débutera le 18 décembre à la Cinémathèque d'Alger. Et pour en parler, avoir plus de détails sur la manifestation, je vous propose d'aller en contact avec Amel Barakasmi, c'est ça? Amel Barakasmi, l'initiatrice de ce projet. Elle va donc nous donner plus de détails. Je ne sais pas si la liaison est faite. La grande nomade est parmi nous. Bonjour, Amel Barakasmi, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Oui.
Voilà, Ifrou Design nous manque encore. Hein. Mais l'aventure continue et là, vous allez vous installer du côté de la Cinémathèque, n'est-ce pas? Oui, cette fois-ci, alors pour une nouvelle thématique de travail, en quittant un espace, vous savez, en quittant un espace télévisé, aujourd'hui, je suis ifro-nomade et la thématique, c'est de collaborer avec des institutions culturelles ou industrielles ou autres pour dire, voilà, et alors, avec le jeune artiste Adel Chergui, sortant de l'école des beaux-arts d'Orzazka, qui fait un magnifique travail. Et même sa démarche, elle est dans la psychique et le malaise et le surréalisme. Et dans mes souvenirs d'enfance, comme nous, les créateurs et créatrices, on utilise notre parcours de vie. J'ai dans mes souvenirs de voir, quand j'étais petite, d'aller avec ma famille au cinéma pour découvrir et je me souviens du Hitchcock. Et justement, Amel, en plus de l'exposition, tout un programme est prévu tout au long de la journée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que aujourd'hui, je travaille dans des concepts. C'est pas que organiser une exposition. Un concept, tout un concept pour c'est-à-dire pour coordonner faire une relation entre, par exemple, pour la cinémathèque, le 7e art et l'art plastique. C'est très important parce qu'ils sont liés. Oui. La projection qui est prévue à 15h, c'est ça? La projection, c'est à 15h30. Alors, le vernissage du jeune, c'est à partir de 14h. Oui. Et 15h30, il y aura une projection du film Tahia Yadidou. C'est ça. Et à 16h30, un débat sur une synthèse entre l'art, l'esthétique de l'art, le 7e art et le plastique. Très bien. Et on rappelle que l'événement est prévu le 18 décembre. En tout cas, on sera au rendez-vous. Bravo Amel pour cette initiative, pour ce concept et merci de nous avoir accordé ce petit moment ce matin. Merci Lilia pour toutes ces précisions. Et tout de suite, la parole est donnée à Imeddine Lamouri. On va parler de jeux vidéo ce matin. Et on va y aller vite. Allez. On va essayer d'y aller vite. Comme ça, on va se partager du temps. Les verres à côté. Chronomètre en main et téléphone en main. Alors, bonjour, je suis Imad, au revoir. Voilà. Alors bon, on a l'habitude de parler des internets. Absolument. On aime bien parler de technologie en général. Et la première rubrique que j'avais justement en novembre, c'était les vidéos. On avait parlé d'un événement de jeux vidéo. C'est beaucoup plus mon dada. Si on veut spécifier un petit peu ma cible, c'est un petit peu le jeu vidéo. Et justement, nous gâtés, les amoureux du gaming sont gâtés. Cette semaine, il y a eu un événement. Il y a eu un événement international qui s'appelle The Game Awards. C'est comme les Grammy Awards ou les Oscars, mais là c'est spécifique aux jeux vidéo. C'était la nuit du 9 au 10 décembre. Et il y a eu énormément de jeux de catégories qui ont été récompensés. Alors, juste pour l'histoire, parce que ça peut... En 2014, c'est un journaliste canadien qui a lancé cette cérémonie et il le faisait déjà dans un groupe télévisuel canadien qui s'appelait Spike TV et ça s'appelait les Spike Video Game Awards. Alors, si on veut faire le Bonjour Game Awards, pourquoi pas, pour encore avoir du contenu et c'est pour ça que justement, on parle un petit peu de tout ça. Cette cérémonie a été ouverte par un artiste, par un chanteur, par un musicien que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Sting. Si on peut juste voir un extrait comme ça pour voir qu'un événement de cette envergure, voilà, on avait Sting. Il a duré 3 heures. Vraiment, la cérémonie a duré 3 heures et la plupart des personnes qui commentent sur la toile disent n'avoir rien senti de ces 3 heures. Tellement c'était dense, c'est riche.
Sentez jamais ces événements parce que c'est comme si vous y étiez. Oui. Parce que c'est vrai que c'est sur invitation, parce que c'est uniquement ceux qui ont participé à l'élaboration, au développement de ces jeux qui y sont. C'est comme dans les Oscars, etc. Mais surtout avec ce qui se passe dans le streaming, sur YouTube, sur Twitch, les gens ont l'habitude de regarder des événements, des tournois qui se déroulent sur 4-5 heures. Donc là, un événement aussi bien ficelé. Et franchement, on peut pas ressentir la durée. Il faut dire que la pandémie a donné tout son essor à ce domaine. Vous en parliez tout à l'heure justement que la pandémie a aidé à supporter la durée d'un événement, voilà, d'un événement exactement à regarder à la maison. Et dans cet événement, il est possible de voir plusieurs catégories, comme je vous le disais. Il y avait le Game of the Year, le Best Direction, Narration, etc. Les jeux attendus. Voilà, j'en ai choisi trois. J'en ai choisi trois. Le Game of the Year. On va avoir vraiment, on va prendre 2 minutes, comme on fait d'habitude. Je vais donner la catégorie et les jeux, et vous essayez de deviner. Il y avait Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Resident Evil Village. C'est lequel de ces jeux qui a eu le titre Game of the Year? Moi, je ne participe pas car je connais. Ah ouais. À Lilia de répondre. Allez, le deuxième. Le deuxième, et c'est exactement le deuxième. It Takes Two. On va voir la réponse en vidéo justement. Voilà. It Takes Two, c'est le jeu de l'année. Voilà, le jeu de l'année. Alors, il a eu autre récompense, il a été nominé dans notre catégorie, mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un jeu qui a eu au moins, voilà, là, je voulais justement voir le monsieur qui a, voilà, le réalisateur surtout, voilà, regardez sa joie, regardez sa joie, il a même enlevé son masque, ne faites pas vous les enfants, voilà. Là, le bonheur, c'est un Libanais qui est parti en Suède, vivre en Suède dès qu'il avait 10 ans d'ailleurs, et ça nous a donné, voilà. Et je veux juste créer la parenthèse entre le monsieur est issu d'une école de cinéma, notamment. Et c'est du cinéma quelque part. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils disent ouais, voilà, j'aime bien les films, mais j'aime pas les jeux vidéo. Là, en jouant à certains jeux, vous avez l'impression de regarder un film. Oui, parce que ça raconte une histoire. Il y a des réalisateurs, des scénaristes, des dialoguistes. Oui, d'ailleurs, c'est inspiré du cinéma. Matrix, par exemple, qui fera l'objet. Il y a un Matrix qui arrive prochainement et tout le monde l'attend. Elle a bien bossé son sujet, Radia. Mais non, j'avais vu. Pourquoi bosser? Non, c'était un plaisir. Voilà, c'est cool. En tout cas, voilà, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais il y a j'ai joué en revanche avec Takes Two, voilà. Ah bah, il est excellent. J'ai joué, je confirme, c'est un jeu familial. Et ce que je voulais dire justement, il y a beaucoup de partage et c'est vraiment. Il se joue à deux, et surtout, il a eu le titre du jeu familial. Oui. Parce qu'il y a eu plein de catégories, dont le jeu familial. Alors, voilà, vous jouez avec votre épouse, mesdames, jouez avec vos époux, vos enfants, faites ce que vous voulez avec ce jeu, il est excellent, je vous le conseille. On rigole beaucoup. Voilà, je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, surtout avec le local. Oui, on va parler aussi des jeux vidéo chez nous. On espère qu'il y aura, Inch'Allah, un Algeria Game Awards, il y a d'autres événements, d'autres cérémonies, mais on en reparlera, Inch'Allah. Des cérémonies qui les esprits du côté du Qatar, bien sûr, et pas seulement... Qui est toujours en cours. On a un supporter des Verts avec nous ce matin, on va en profiter. Comment vous avez vécu ce moment du passage justement de la dernière compétition, plutôt du dernier match décisif contre le Maroc? Comment vous l'avez vécu? Le match qu'on a joué avec nos voisins les Marocains, ça démontre carrément la passion du foot. Oui. Ça me rappelle aussi un supporter de Saint-Bernard, d'un club anglais. On a posé la question, vous perdez votre temps, vous perdez votre argent, vous allez vous déplacer, alors que les autres s'enrichissent, les autres font de l'argent. Et lui, sa réponse a été, c'est vrai qu'on débourse de l'argent, mais on achète les sentiments et les émotions. Absolument, c'est unique. Bien sûr, il y a des matchs là où la barre est très haute. On va juste voir l'avis de certains supporters des Verts rencontrés dans la rue par Lamia Boudbouda. اخويا العزيز هاهم بيتين بليابل والله شباب ماركه بالصوند ما سنيناش كاع هذاك يتماركا تحبي تضحكي والله كي ماركه طاح واحد الشيخ قدامي وني فوق لي تلفتي تاع الحاج واش بيك قلت له الحاج ربحنا درنا هدف اللي ما توقعناش يعطيه الصحه ونتمنى ان شاء الله كاس العرب ان شاء الله. انا الحميد شوك انا كنت مع اصحابي هكذا انا غير شفت لداخل كارديا طلع اسمه افضل هدف في الجزائر. لي جوار عجبو يشمخوا تريكو لعبوا حلاله فريمون ان غرون شابو برافو. شغل العربه تاع الصباح
قطار باش نديفيلي رحت تغاشيت تاع بالليل ماشي ناطي ما تيكونش صرا كي نوض بديت نعاود فيها كي ما كانش يشوف لي بوار ما كانش يشوف الكال شغل جاتو بالون دار تيرا حافظها الفرحه فرحت بزاف بيت شباب ثاني شغل جات السنه اكسترا اوردينير اي اكسبسيونيل تيراها من الوهران ديرك في السماء الكار ما فهمش هذيك الفرحه نعيط انا كي مهبول نعيط ديريكت بالليلي صراحه في اضعف حالاته يدير لقطه يطيح جوا ريماركي بيوت يدير اسيست باللاعب يعني خارق للعاده اللي عنده موهبه انا ننشد رونالدو تاع البرازيل ميور بيت بور لو مومون في لاكوب داراب واستنبت شغل في تاريخ الجزائري انا خدم فيها انا السلعه اللي كانت فوق الكونتوار والله غير طيحتها مقوي الفرحه والله غير طيحتها السلعه اللي فوق الكونتوار تيريتها الحلوه كلش بالليل انا قلت لهم ما باغيش Et ensuite, on va voir le pronostic. Voilà, j'étais quand même branchée sur mon micro. Regardez le but et est en train de supporter. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas en direct, hein, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va encore souffrir ce soir avec ce match attendu, très attendu. Donc les Verts vont disputer justement l'équipe du pays hôte. Ça va être chaud également. Voyons un petit peu les supporters dans la rue. Inch'Allah, on tous les bébés d'Algérie. صعب تكهن مباراة قوية كبيرة بالبزاف أنا نقول بالك لا قدر الله 1-0 ماتش تري ديفيسيل واحد ما باسكو قطر ملاح شفناهم يا بلي قطر كيف قادمة بصح عارفة عندنا الجماعة أنا اللي جورتي وأنا كاع يعرفوا لي السيستم تاع قطر ما لا بربي إن شاء الله دوا 0 نورمال السنة باللي نربحوها وندوكو بدارب 2-0 هو والله شو هو ماتش واعر بصح حنا متفائلين خير واللي يستنى خير من يتمنى واللي يتمنى خير من يقطع الياس لينا والله راه يطيح هاد لاكوب بالك نقول انا 2-0 المنتخب لازم الشعب الجزائري والجمهور الرياضي يحسن الظن شويه ويسعى في هذا المنتخب لانه خرج من مباراه مع مصر قويه نهائي قبل الوقت مع المنتخب المغربي احسن الى فزنا يعني انا واحد نحير في هذو محاربي الصحراء انا جزائري نقدر نحير فيهم لا والله العظيم صعيب صح عندهم شويه لا الحراره كاينه حراره بها نجوزوا عليهم تدخل طمي زوج قادر يكون عنده ايكيب احنا نربحوها ان شاء الله وما كاين والو والكاس الماتش هذا ما كان هذه البيضه هذه ندوها معنا جبنا لك حلوش ندوا البيضه وخلاص انت عندنا بالليل في المنتخب الوطني نقول لك بالله العلي غير انسان يمد لك كاع واش كاين مسكين واش يمد انا نقول ربي يكون معاه بوقرا ربي يكون مع المنتخب الوطني لا ربما هذا بالليلي لك في قوى الجسديه والاخر والنفسيه وكذا فرق باللوج مي ان شاء الله. Bon courage à tous ceux qui seront derrière la lucarne ce soir parce que ça va être chaud, je le disais tout à l'heure, c'est à 20h heure algérienne. Et bien sûr le dernier mot, pardon pour ce chat dans la gorge, revient à notre supporter Mustafa présent. C'est vous qui allez parler. Premièrement, je voulais juste signaler que cette équipe du Qatar, on a joué avec 5 fois dans l'histoire. Le football, ils se sont affiliés vers la fin des années 60 à la FIFA. Le premier match c'était en 72 contre l'équipe du Qatar. Le premier buteur algérien contre le Qatar c'était Tahar Ben Farhat, l'ex-central de Tiaret. Le deuxième but c'était l'œuvre de Sahel Ayashi à l'USS. Et le troisième but c'était l'inévitable Omar Batrouni. Oui. C'était à Bagdad par hasard. C'était un tournoi en 72 en Irak à Bagdad. Et le dernier match c'était une victoire de l'équipe nationale marquée par Bagdad aussi, mais pas Bagdad Bounedjah. Donc j'espère que cette soirée ils vont nous procurer de C'était Belmadi qui était entraîneur du Qatar. Lorsque Belmadi était l'entraîneur du Qatar, c'est eux qui nous ont battus. Donc il y avait 3 victoires pour l'équipe nationale. On a de la chance de l'avoir de notre côté. Sinon, il y a une autre chose que je voulais signaler, c'est pour l'anecdote surtout. Quand on est nouveau-né ici en Algérie de sexe masculin,
On lui rapporte quelque chose de bleu. Quand il est féminin, c'est quelque chose de rose. Nous, on a Zerrouki, Zerak, joueur algérien, et eux, ils ont Khouki, joueur voilà. Merci beaucoup et bonne chance à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Bonne et excellente journée et bon match à tous ceux qui seront en attente ce soir. Merci les amis.